Je ne t'aime plus. Je te quitte. Ces quelques mots avaient été griffonnés sur un bout de papier froissé, tacheté de café, qui sentait le tabac bon marché. Ces mots cinglants avaient dû être mûrement réfléchis à la table d'un café de quartier, entre une bouffée de cigarette et une gorgée de café froid, sans sucre. Elle n'aimait que le café froid sans sucre, du bar, comme elle disait. Ce fut là notre première rencontre au bar des Arts, à l'angle de la rue des Scaphandriers et de la plage de l'Estac, à Marseille, le 21 août 2010. Je fréquentais assidûment cet endroit magique. Tout de ce café respirait et transpirait pensée, lecture et sérénité. Je m'y sentais si bien. L'antre de mes méditations artistiques d'où jaillissaient certaines de mes plus belles œuvres que je qualifiais de psychédéliques. Elles prenaient naissance sous l'emprise de l'alcool et de quelques bouffées d'un tabac venu des Indes que mon ami Srai, jeune hindou, étudiant en médecine, recevait de ses parents. Ce 21 août, elle était là, pensive, le regard perdu dans les fumerolles des centaines de cigarettes que les artistes, les rêveurs, les poivreaux et quelques âmes perdues grillaient inlassablement. Sa chevelure prenait feu sous le soleil filtrant des baies vitrées. Un véritable feu de broussailles que le ventilateur poussif du plafond balayait. Elle fumait cigarette sur cigarette. Que faisait-elle là ? Sa main droite tapotait le dessus de la table en simili-marbre, impatiente. Plusieurs tasses de café en recouvraient presque la totalité. Et au milieu, trônait un amoncellement de mégots écrasés dans un cendrier énorme qui ressemblait plus à un saladier qu'à un cendrier. Je pensais en la regardant, avec autant de cigarettes et de caféine, son espérance de vie doit diminuer de plusieurs heures à chaque minute passée. Quel gâchis! L'alcool et les cigarettes des Indes que je savourais religieusement, dans un silence monacal, au fond de ce bar étrange, me rendaient hypersensible à la vue de cette belle inconnue. Elle était magique, sa chevelure me fascinait et m'attirait comme un aimant. C'est d'une allure mal assurée et légèrement chaloupée, les cheveux en bataille, une légère barbe naissante, une paire de lunettes rondes à la John Lennon, une chemise en lin de 2 fois ma taille, un jean à la mode déchiré volontairement par endroits et une paire de Converse noires, comme je m'étais présenté à elle en lui tendant une main mouchetée de peinture à l'huile rouge, jaune et blanche. 2 ans déjà. Nous vivions un amour parfait et unique. Elle était devenue mon seul modèle. Je l'immortalisais sur des toiles vierges que d'autres artistes plus chanceux me donnaient, tant étaient maigres mes finances. Chaque coup de pinceau donnait vie et couleur aux douceurs des formes quelque peu androgynes de son corps parfait. Sa peau tellement blanche en paraissait transparente. Je ne peignais que le soir, à m'éclater les yeux sous la lumière intense de 2 lampes halogènes. La journée, un job de manutentionnaire tôt le matin et de serveur l'après-midi dans un bar de la Corniche me permettait de payer le loyer d'un petit studio situé au 5e étage sans ascenseur du 64 rue Breteuil. Il donnait miraculeusement sur des cours intérieures face à Notre-Dame de la Garde, un vrai bijou de studio. De ces cours intérieurs émanaient les odeurs prenantes du jasmin et du figuier, que le silence rendait oppressantes. C'est dans cette ambiance magique que nous abritions notre amour fou. Ses yeux pétillants de bonheur me regardaient émerveillé, faire danser pinceaux et pigments sur mes toiles en coton blanc. Parfois, alors que je la dessinais assise en tailleur sur un tapis de laine aux couleurs vives, le dos bien droit, faisait ressortir 2 petits seins fragiles. Elle se levait soudain et se blottissait contre moi, m'arrachant à mes inspirations artistiques.
Elle était devenue ma seule raison de peindre, ma seule source inspiratrice, mon oxygène pur et enivrant. Et la nuit, lorsqu'elle dormait, je passais des heures à la contempler. Je caressais de mes yeux ses formes si délicates. Il m'arrivait quelquefois, le soir, lorsque la lune laissait place aux étoiles et que la nuit était chargée de merveilleux songes, de mettre précieusement sur ma platine mon album mythique, un 33 tours des Beatles, Sgt. Pepper's, œuvre incomparable de grandeur. La musique à peine perceptible préservait le sommeil de ma muse. Le grésillement du saphir sur le vinyle berçait ces quelques nuits uniques où je communiais avec l'espace infini à moi offert, devant la baie vitrée de notre carré de bonheur. Penny Lane m'offrait d'étranges sensations, mon corps frissonnait, quelques larmes perlaient sur mes joues et je souriais d'être si heureux. Certaines fins de matinée, en semaine, il nous arrivait de descendre sur le port, quai des Belges, nous mélanger aux badauds et touristes afin de profiter des vieux pêcheurs marseillais qui scandaient, à s'en claquer les cordes vocales, « Qui veut ma belle dorade ? Il est tout frais, mon beau poisson !» Cette atmosphère bon enfant nous rendait euphoriques. C'était là le bénéfice de la vie, profiter de tout et de tous. Nous étions au paradis. Le vendredi soir, après le travail, c'était un autre rituel. Nous déambulions le long de la plage de l'Estac, main dans la main, de peur de nous perdre. Les chichis, connus dans le monde entier, étaient notre gourmandise. 2 kiosques en avaient l'exclusivité. Ils élaboraient chichis et panis avec amour. Ces beignets étaient devenus notre drogue. Et après une attente interminable derrière Estacéens et touristes, nous sortions enfin en vainqueurs, brandissant nos cornets pleins à ras-bord. L'huile de ces divins beignets dessinait d'étranges formes à travers le papier pourtant épais des cornets. Tantôt une fleur bizarroïde, tantôt un visage de diablotin. Une moresque bien fraîche que nous buvions religieusement à la terrasse d'un café accompagnait nos chichis chauds. « Je t'aime », me disait-elle, me caressant de ses grands yeux au regard d'enfant. Puis nous marchions sur la digue du port. Le soleil brûlait au loin et peu à peu s'éteignait, s'enfonçant doucement dans la mer. Le ciel et la mer s'embrasaient de rouge orangé, de jaune, de bleu d'or et d'argent. Nous étions amoureux et heureux. J'en avais oublié le Café des Arts et tout ce qui faisait de cet endroit le lieu de naissance des idéologistes révolutionnaires de l'art. Où sculpteurs, écrivains, poètes, philosophes et artistes peintres échangeaient des idées dans des discussions sans fin qui, aux grandes peines de certains, n'aboutissaient jamais par manque de coordination cérébrale. Je ne vivais que par elle, que pour elle, mais hélas, comme toute source, elle est fragile et se tarit. Jour après jour, nuit après nuit, ma muse, mon égérie, peu à peu, inventait des prétextes pour ne plus se donner à moi. Peu à peu, elle ne rejoignait plus notre petit paradis au perché. Je restais prostré devant mes toiles, vide de couleurs sentimentales. L'esprit assailli de 1000 questions, et je pleurais comme un gamin durant de longues soirées de solitude extrême, aride d'inspiration. Mes pinceaux étaient morts. Laissé à l'abandon dans un amoncellement de petits bouts de bois sur lesquels quelques poils de marbre restaient encore accrochés. Là était le cimetière de mes pensées et de mon inspiration déchue. Pinceaux desséchés, déplumés, momifiés. Elle, ma belle rousse, ne venait plus éclairer de ses grands yeux verts notre petit nid douillet et ne faisait plus danser mes couleurs. À ses côtés, j'étais devenu l'apprenti sorcier et elle n'était autre que la petite fée Clochette, partie, perdue à jamais. Tout était fini.
Le silence de la nuit suspendait les odeurs et les couleurs. Mon esprit était perdu dans le labyrinthe des fumées suaves, des cigarettes mystérieuses de Sra. Mon cerveau déambulait dans un nuage de watts. J'avais l'étrange sensation que mon âme s'était détachée de mon corps. Je flottais dans une rivière de douceur aux couleurs pourpres, envoûté par le parfum enivrant de l'opium. Mes œuvres posées à même le sol prenaient vie et dansaient, mélange de couleurs improbables. La quintessence de mon cerveau créateur construisait œuvre sur œuvre, plus magistrales les unes que les autres. Au petit matin, une dernière fumerole de mes cigarettes magiques s'échappait timidement de ma bouche. Les sensations oniriques s'estompaient. La nuit s'était enfuie, emportant mes songes et rêveries artistiques et me rendant subitement à la funeste réalité. Serais-je encore capable de donner vie à une toile blanche vierge, morte, couverte de son linceul? Comment conjurer ce maudit sortilège qui rendait mon esprit vide de création? Je m'épuisais à croire que la solution était peut-être au bout de ces cigarettes maléfiques, ennemies et amies à la fois. Ces 2 années s'étaient consumées avec la rapidité d'un bâtonnet d'encens. 2 années durant lesquelles elle fut ma seule raison de vivre. Je lui avais offert mes œuvres, mes pensées, mon âme. 2 années sans qu'un embryon de pensée me ramène au berceau de ma naissance artistique, le Café des Arts. Mais était-il toujours présent pour l'agent artistique? Ou s'était-il éteint par défaut d'hommes rares, uniques et merveilleux, qui maniaient la parole comme des énarques, qui jonglaient avec les couleurs comme un Dali, et qui rédigeaient des pamphlets avec une facilité et un talent inégalables, à la limite de l'insubordination littéraire. Je ne t'aime plus, je te quitte. Ce petit bout de papier assassin avait été soigneusement déposé sur la selle de ma moto, une BMW 650 GS que je gardais précieusement dans un garage sombre de la rue Dragon, à 2 pas de chez moi. J'avais tristement glissé ces quelques mots déroutants dans la poche de mon Lévi-Strauss usé. Ce jour-là, j'avais décidé de retrouver l'atmosphère rassurante du Café des Arts. Une sacoche de 1942 de l'armée américaine, héritage d'un temps passé et toujours présent, me suivait et partageait tous mes moments tristes et heureux. Elle était collée à moi et son poids me tiraillait le dos. À l'intérieur se cachaient pinceaux et peintures aux couleurs primaires, ainsi qu'un reste de paquets de tabac aux arômes exquis et du papier roulé. J'enfourchais ma moto dont le bruit mythique faisait trembler les armatures métalliques qui soutenaient l'immeuble du garage. Quelques débris de plâtre et de peinture cloquée tombaient en flocons, ouvrant une partie de ma selle, comme pour effacer ce mot diabolique. La douceur de ce mois de mai était apaisante, aphrodisiaque et enivrante. Le chemin menant à l'Estac me paraissait interminable tant l'envie de retrouver mes amis était présente. Ces mêmes amis qui n'étaient autres que ces maîtres des arts laissés pour compte et oubliés par manque de mentor et d'argent, jugés par ces maîtres gouvernementaux incapables de les différencier du simple lambda. Mes amis, artistes incontestés, étaient laissés dans une totale indifférence. Nous étions devenus la basse-cour et la fange de ce monde pourri. Mais ces poètes, philosophes, peintres et conteurs devenaient à mes yeux et au plus profond de mon cortex cérébral la seule solution pour un monde meilleur. Pourquoi ne pas leur donner la parole, ne serait-ce qu'une fois, pour offrir à cette faune d'hommes robotisés le sens véritable de la vie? J'arrivais, ému, le cœur battant, devant le Café des Arts.
dont la porte restait ouverte laissait échapper une odeur si familière, alcool et tabac. Mais surtout, l'odeur persistante des cigarettes de mon ami Sraï, embaumé à 1000 lieues à la ronde de l'Estac à la Pointe-Rouge. Il régnait étrangement un silence monacal, lieu de pénitence de ces artistes, buveurs invétérés de mixtures, mélange d'alcool encore interdit par la communauté européenne, et de ces baroudeurs naufragés des espaces artistiques que le monde extérieur avait rejetés et mis à l'écart d'avoir été trop extravagants. Il ne manquait que les bougies vénérant Saint-Élixir. Comme au confessionnal, chaque buveur allait au comptoir se confesser au barman de cette misère artistique. Les plus fervents adeptes de ces mélanges étranges d'alcool et de cigarettes magiques étaient sans aucun doute les maîtres des lettres, champions de folles écritures au contenu diaboliquement révolutionnaire. Ces mixtures que servait sans repos le chef des lieux, Pierre Leroux, barman et patron, devaient certainement être élaborées avec des plantes et des alcools encore méconnus du reste du monde. Ces élixirs maintenaient le cerveau de chaque artiste en totale créativité. Il ne se passait pas un soir sans que thèse, antithèse, lecture, chant, poésie ne viennent troubler les quelques riverains les plus proches de cet endroit psychédélique. Mais la rime, le chant et les discours étaient tellement prenants que parfois, certains de ces vieux Marseillais venaient écouter et s'enrichir de ces idéologistes qui, avec la ferveur d'un maître du barreau, donnaient et rendaient à ces pauvres gens courage et sourire et quelquefois quelques larmes. Quant à moi, cette ambiance de délire révolutionnaire m'arrachait le temps de quelques cigarettes à ma tristesse. Je ne t'aime plus, je te quitte. Ces mots revenaient inlassablement dans ma tête. Comment peut-on tout à coup ne plus aimer celui que l'on a tant chéri? Mystère de l'être humain. Assis au fond du café, à l'endroit le plus retiré, je noyais ma tristesse en succombant au son mythique d'une Stratocaster, véritable œuvre d'art de la musique, à l'esthétique aussi puissante qu'un bijou de Dali au reflet incomparable. Une splendide créature chantait le répertoire de Renaud. Mon bistrot préféré retentissait dans cette salle à l'obscurité pesante. Les parfums oppressants de patchouli, de jasmin et de cannabis calfeutraient ces lieux du monde de dehors. La guitare miaulait, la chanteuse nous envoûtait. Renaud sentimental, Renaud révolutionnaire, je buvais et fumais sans perdre un seul mot, point, virgule, de ces chansons tellement vraies. Chaque soir se terminait toujours de la même façon, par des discussions intellectuelles interminables. Je me sentais tellement bien, protégé par mes pairs. Malgré ce bien-être, il me manquait cruellement les cigarettes magiques de Sraï pour retrouver dans la fumée suave de ce tabac étrange toute mon inspiration créatrice. Sans cela, je restais prostré des heures et des heures devant mes toiles vierges et blanches, reflet de mon incompétence. Ma main tremblait. Je n'avais plus cette assurance qui m'emportait et me lançait en création picturale sans limite. Hélas, tout était fini. C'est dans la danse orientale de ces fumerolles que je retrouverai toute mon âme artistique. Malheureusement, mon ami Sraï ne venait plus hanter de sa présence l'antre des artistes. Lui qui était un conteur et un magicien, virtuose de sarangi. La sarangi prenait vie sous ses doigts, et ses contes en dravidien, bien que totalement incompréhensibles, étaient affreusement envoûtants. Il fallait absolument que je le revoie. Je décidai donc de me rendre à cette adresse qu'il m'avait glissée un soir de vague à l'âme et que j'avais gardée précieusement, tel un joyau de la couronne. Il habitait un très très vieux quartier de Marseille, à quelques pas du Vieux-Port, au numéro 6 d'une rue sans nom, au 4e étage d'une maison en voie de démolition pour raisons sanitaires. La porte de l'immeuble était collante de crasse
et le hall d'entrée puait atrocement l'urine et bien d'autres choses indescriptibles. Je devais à chacun de mes pas éviter quelques détritus qui jonchaient le sol. Mon portable éclairait faiblement les escaliers sans lumière, montant aux étages. Ma première préoccupation fut de ne pas me blesser en tombant et surtout de ne pas me couper. C'était là la certitude de mourir infecté par un virus encore inconnu de l'Institut Pasteur. Tout l'immeuble était laissé à l'abandon. Étrangement, le son d'une saranguille se faisait légèrement entendre à mesure que je montais. La vie existait encore dans cette tombe. Cette musique me tirait vers elle, me guidait et me réconfortait. Après quelques minutes qui me parurent interminables, j'arrivais enfin au 4e étage de cet immeuble noir. Une lumière blafarde et chancelante filtrait sous la porte de l'appartement de Sraï. Cette lueur semblait danser sous le rythme de la saranguille. La musique cessa brusquement, laissant place à un silence qui me glaça le dos. Je ne percevais que d'infimes craquements venant de marches prêtes à s'écrouler et d'inquiétants petits couinements de rats ou autres rongeurs, se disputant certainement quelques déchets alimentaires, véritables friandises. La porte de Sraï s'entrebâilla et ce fut un grand soulagement. La haute silhouette de mon ami se dessina dans la pâle lumière. Chez Sraï, une douceur particulièrement sécurisante régnait en maître. J'avais l'agréable sensation de ne plus toucher le sol. J'étais devenu papillon flottant dans une pièce aux senteurs de bois santal. Sraï était un magicien, un rishi. Sur son canapé rouge, orange et bleu turquoise, trônait sa saranguille. Sur une étagère en bois de cèdre fixée au mur à la peinture écaillée, reposait délicatement une Sarasvati, déesse de la connaissance et des arts. Des bougies au parfum enivrant protégeaient cette délicate déesse de tous les maléfices. Les fines fumerolles de ces bougies menaient une valse envoûtante, mélangeant ainsi différentes essences mystérieuses. Anesthésie cérébrale. Sraï était non seulement un magicien de saranguille, mais aussi un devin. Il me tendit une petite enveloppe fermée contenant quelques cigarettes spécialement venues des Indes. Mon esprit réactif allait renaître de ses cendres de désespoir, de tristesse et de détresse. Mon ami me serra fortement contre lui, me tapota le dos, me mit presque dehors. La porte se referma, me noyant à nouveau dans le noir angoissant de ce tombeau. La saranguille éclaira de sa douce mélodie cette noirceur funeste, et je savais, Sraï était mon ami. Le son délicat et ensorceleur m'accompagna jusqu'à la sortie. Un instant, je voulus remonter et partager ces moments musicaux, mais ceci était certainement trop personnel. La saranguille pleurait les siens, si loin. Et Sraï, dans son appartement, presque du bout du monde, deviendra un médecin sans frontières, sagesse et amour. Respirer l'air frais de la rue me fit le plus grand bien. Cette atmosphère mystique de chez Sraï avait engourdi tout mon être. Je marchais sans lever la tête. Plusieurs belles nuits m'invitaient à passer un merveilleux moment de chair et de luxure en leur compagnie. J'avais étrangement une profonde angoisse qui me plombait l'estomac. Je n'avais qu'une hâte, rentrer chez moi, me sentir en confiance artistique, retrouver mon espace serein et sécurisant. Je ne t'aime plus, je te quitte. Ce mot était resté dans la poche droite de mon jean. Il me blessait, me faisait mal partout, me torturait. Ce maudit mot s'était fondu dans ma chair comme un virus, me détruisant peu à peu, comme le suppôt de Satan. Œuvre du mal, Dieu de la douleur. Il me tirait vers le bas, faisant de moi un pantin désœuvré. Je t'aime.
là auraient été les mots que j'aurais glissés entre les pétales d'une rose rouge à elle offerte. Je décidai en chemin de rejoindre mon café des arts. C'était finalement ma seule chance de survie et de renaissance. Ma besace à mon épaule était si lourde et soudain si légère. Mes amis artistes étaient ma seule et véritable famille. J'avais ma place parmi eux, moi qui les avais laissés durant 2 années. L'antre sentait bon l'élixir magique de Pierre Leroux. Le brouhaha des discussions sans fin était pour moi la plus douce des musiques. L'atmosphère était propice à la création pure, instinctive et salvatrice. Ma main ne tremblait plus. Le vide de mes toiles vierges ne me donnerait plus le tournis. Je n'avais plus cette sensation de vertige qui me paralysait. Sur une simple planche de bois qui s'offrait à moi, je retrouvais tous mes réflexes. Mes pinceaux dansaient, véritable ballet de petits rats mélangeant couleurs, lumière et formes. Mes œuvres psychédéliques de renaissance prenaient vie à chaque coup de pinceau. Ma main s'agitait sur ma toile improvisée. Je communiais avec mon œuvre. J'étais au paroxysme du plaisir cérébral. Quelques gouttes de sueur coulaient de mon front, venant se marier à ma peinture. C'était ma nuit de noces. Mes amis, poètes, écrivains et musiciens formaient une ronde autour de moi. Tous étaient là pour me soutenir par la pensée. J'étais des leurs. Nous formions une grande famille de frères d'armes. Je me sentais emporté par tant de richesse artistique et d'affection. Mon œuvre était née. Il me fallait couper le cordon ombilical et dévoiler à l'assemblée mon enfant. Chacun des artistes me saluèrent les uns après les autres. Quelques vieux Marseillais qui étaient présents me remercièrent de leur avoir donné durant quelques heures la lumière de l'oubli de tant de misère. Chose bizarre, je n'avais ni fumé une cigarette magique de Srail, ni englouti une pinte de cet élixir envoûtant. Quelques larmes de bonheur perlèrent de mes yeux. Une vieille dame me serra contre elle, me passa une douce main sur mon visage et délicatement m'embrassa sur la joue, puis s'en alla, laissant derrière elle un nuage de patchouli. Mon cerveau, anesthésié par tant d'émotions et de bonheur, flottait au-dessus de tous mes amis artistes et de toutes ces âmes égarées. Le parfum de patchouli de cette vieille dame imprégnait tous mes sens. Je me sentais heureux. J'aurais tant aimé que mon ami Srail fût là, à mes côtés. Mais au fond de mon âme, au plus profond de ma conscience, je savais que son esprit magique promenait ici, dans l'antre des artistes. Je crus un instant entendre cette sarangue au son mélodieux envahir ses lieux et bercer tous ces enfants de Dieu qui avaient partagé ma renaissance. Quelques larmes perlèrent, ruisselèrent sur mes joues et flirtèrent avec mes lèvres, offrant le goût salé de la mer à mes sens. Elle, mon seul et unique amour, me manquait toujours autant. Sa chevelure flamboyante s'était enfuie au-delà de la crête du temps. Une main se posa sur mon épaule, me tapota avec sagesse et réveilla le présent. Srail se tenait devant moi souriant. Il emporta de sa voix sereine toute ma noirceur. Je compris dès lors que mon monde serait bien différent. Un autre univers s'ouvrait à moi, celui de mon ami Srail. Cette blessure scarifiée dans ma chair et dans mon âme s'effacerait avec le temps.